Amis téléspectateurs, honneur. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Franck Etienne. Franck Etienne est l'artiste pluridisciplinaire qui a su oser et qui a vécu ses audaces et qui les vit encore. Franck Etienne, bienvenue sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Tu as l'habitude de dire honneur, eh bien je te dis respect. Franck Etienne, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On ne peut créer sans une assistance divine. Quelle place occupe Dieu dans la création de Franck Etienne? Et progressivement, ça a été une aventure fabuleuse, pleine de risques. Je suis passé par un relatif athéisme, car on ne peut pas être athée. Mais il y a ce que j'appelle les grandes folies de la jeunesse. J'ai été jeune, j'ai été membre du Parti communiste haïtien. Et là encore, ça a été le miracle de cette lumière divine qui m'a sauvé des griffes d'un secrétaire général qui était un fournisseur de cadavres à Duvalier. Je ne cite pas son nom parce que ton émission, elle est d'une qualité et recherchée, sophistiquée, parfois simple, mais toujours au niveau, loin des pâquerettes, au niveau des étoiles. Nous ne citons pas les noms de ceux-là qui ne le méritent pas. Pas mal de jeunes sont morts. Des jeunes de la Grand'Anse, des paysans de la Grand'Anse. C'est dans les années 65 à 69. Et régulièrement, il envoyait ses fournées de jeunes pour pouvoir maintenir non seulement son hégémonie sur le parti, sur la conscience des jeunes, mais encore pour protéger ses biens matériels, ses biens terrestres, qui, tu le sais bien, matérialistes, ne valent absolument rien. Mais lui s'était accroché à ces hectares de terre et il nous a utilisés comme chair à canon, enfin, comme monnaie d'échange plutôt. Eh bien, j'ai découvert Dieu à ce moment-là. Bien sûr, j'ai tutoyé les divins espaces où Dieu se manifeste sous la forme rituelle, sous la forme cérémonielle. J'ai été enfant de cœur, j'ai été donc catholique et j'ai même été quelque part un très très bon ami, très proche de certains pasteurs de l'église adventiste. Et non seulement baptistes, mais les adventistes du 7e jour. Donc j'ai été très curieux, tout jeune au lycée Pétion, et pour questionner les grands mystères du monde. Mais cette découverte a commencé avec, quand j'ai découvert les supercheries de ce secrétaire général, et j'ai failli être victime. C'est à ce moment-là que j'ai entamé la lecture, une nouvelle lecture de la Bible. J'ai revisité la Bible et j'ai commencé à voyager à travers moi-même, car Dieu est en chacun de nous. Mais la création, totalement, je la dois à cette lumière, je dirais à cette énergie source qui est en chacun de nous. Et je suis désolé pour ceux-là qui persistent dans une sorte de rationalité desséchante. Et comme si lorsqu'on disait que Dieu existe ou bien qu'on était soi-même Dieu, qu'on était dans une sorte de pensée pré-logique ou une sorte de métaphysique repugnante,
Je le regrette car il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains, non seulement haïtiens, mais à l'échelle internationale, qui continuent encore à croire qu'on est au XVIIIe siècle. À l'époque où les philosophes, et que ce soit Voltaire, en partie Rousseau, Diderot, érigeaient une sorte de suprématie de la pensée coupée de sa source mystérieuse, qui est sa source fondamentale, la source divine. Alors là, le souffle divin vous anime et ce souffle divin vous porte à être un chanteur, vous êtes un ténor, vous êtes un écrivain, vous êtes un pédagogue, vous êtes un artiste de l'art plastique, maître en art plastique, 45 ans de métier d'art plastique. Vous êtes un homme de théâtre, acteur solitaire sur scène, il faut le faire. Vous tenez 2 heures seul sur scène. Le divin vous anime à ce moment-là? Il vous habite? Il vous assiste? Si le divin m'assiste au niveau parfois d'une conscience aiguë, d'une conscience primordiale, mais parfois d'une conscience en retrait. C'est comme s'il y avait un dédoublement et que je vivais une sorte de transe à la fois fougueuse et subtile. Et il m'arrive, non seulement lorsque je suis sur le plateau pour incarner un personnage ou plusieurs personnages, car les one-man shows que je donne, le plus souvent, impliquent la présence non matérielle de plusieurs personnages, de plusieurs protagonistes. Je suis l'avocat, je suis le médecin, je suis le président, je suis le fou. Eh bien, je crois que même lorsque je prononce des conférences, en dehors de l'acte, de la performance théâtrale, Dieu est toujours à côté de moi, en moi, au fond de moi et au plus profond de moi-même. J'ai retenu le mot trans. Est-ce qu'il y aurait à ce moment-là une abnégation ou un déni de la personnalité de Franck Etienne? Non. Il y a... Que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe quelque chose de mystérieux que je ne saurais expliquer de manière rationnelle, de manière scientifique. Il se passe que ma voix devient multiple, devient plurielle, et à ce moment-là, le corps est infatigable. Car l'une des expériences, surtout au niveau du théâtre, au niveau de mes conférences, et même lorsque je peins, lorsque j'écris également, lorsque je chante aussi, il y a ce que j'appellerais une sorte d'absence-présence. Je suis dans une sorte de paradoxe qui constitue d'ailleurs l'axe et la base fondamentale de tous les phénomènes vitaux. C'est le paradoxe. Je suis présent, je suis absent, je suis moi-même, je suis l'autre, je suis Dieu, mais Dieu avec la splendeur et aussi avec toutes les faiblesses de l'homme, Franck Etienne. Il y a un dédoublement. Il y a un dédoublement et cela me rappelle, je suis planté, plongé, projeté dans un espace où je revis, où j'incarne ce que j'ai lu, un texte extraordinaire, je ne sais pas si la mémoire va me permettre de vous le rappeler. J'ai été en Asie et j'allais visiter un temple, un monastère plutôt, pour être précis. Et au frontispice du temple, j'ai lu « Je me suis fait homme pour vivre tes souffrances, connaître tes limites dans la douleur et t'indiquer la voie du salut.
pourquoi toi, tu refuserais d'être Dieu avec moi, tout au fond de toi et partout dans l'univers infini? Et j'ai compris que la mythologie christique, mise en exergue par cette phrase, était fabuleuse et était d'une totalité de sublime qui expliquait ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Et il est clair que il y a deux expériences, bien sûr, comme tu m'as posé la question. Il y a des événements importants comme l'expérience du cancer de la prostate. Je me suis senti entouré, couvert du bouclier de Dieu. Est-ce que ces phénomènes expliqueraient ce débordement d'amour que l'on sent à travers vos œuvres écrites et à travers vos œuvres picturales? Un débordement, oui, d'énergie mystique. J'ai dit amour. Oui, d'énergie qui saute. Écoutez, quand on dit amour, les gens oublient que le maïtisme, c'est fondamentalement s'exprime, se manifeste à partir de l'aimant. Et l'aimant est le participe présent du verbe aimer. De l'énergie positive. De l'énergie positive. Donc quand on parle d'amour, on parle d'énergie. Oui. Donc oui, et cette énergie, cet amour qui est dans mes créations, mes productions, n'exclut pas encore ce que j'appelle le paradoxe. L'ici et l'ailleurs, les clartés, les ténèbres. Parce que je ne suis pas un saint. J'aime follement. J'aime à la limite même, je dirais, d'un don presque aveugle et non mesurable de moi-même. Je me donne totalement. Mais je me donne non seulement avec ce qu'il y a d'énergie positive, mais ce qu'il y a aussi je dirais, d'humainement insupportable. De violence. De violence. À la fois même de violence dans le refus de ce qui est inacceptable, dans le refus de l'insupportable. Et il m'arrive de dépasser les bornes, et je suis toujours le premier à reconnaître mes fautes, mes erreurs, et je sais demander pardon. Mais là, quand on regarde vos œuvres picturales, on se dit que ce n'est pas de l'abstraction. On a tendance à dire que vous êtes le Pollock haïtien. Pour moi, c'est tout à fait incongru, pour ne pas dire que c'est de la bêtise, car vous êtes loin d'être abstrait dans vos œuvres picturales. Tu as raison. Il y a deux points sur lesquels je vais insister. Tu le sais, et comme beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, j'ai commencé à voyager à l'âge de 51 ans. Je n'avais pas la possibilité de voir physiquement, visuellement les œuvres, non seulement des grands maîtres dans les musées, mais dans les galeries modernes, où il y avait mes contemporains qui peignaient, je ne les avais pas vus. Je n'avais pas vu leurs œuvres. Et j'étais, à ce moment-là, à cette époque, sous Duvalier, dans les années 67-68, un dévoreur, systématiquement, un dévoreur de livres, de revues, et un grand consommateur de films, de cinéma. Donc j'ai commencé à lier connaissance avec la peinture. Bon, quant aux contemporains haïtiens qui vivaient, il y avait la galerie Brochette, ensuite il y a eu Carrefour, il y a eu le Courrier des Arts, sur la route de Carrefour, avec défunts René Philoctète, Roland Morisseau, et d'Avertige, qui était à la fois écrivain et peintre. J'avais une sorte de connivence avec ces écrivains qui m'aimaient parce que
j'étais assez drôle, je n'avais pas encore produit des œuvres, mais j'étais toujours curieux, posant des questions à Lazare, posant des questions à ce peintre qui a peint, qui a représenté un très bon ami qui est mort il y a longtemps, Bernard Roy. J'ai eu une grande proximité avec Bernard Roy et beaucoup d'autres peintres. Mais je ne me sentais pas encore prêt pour cette immense aventure. C'est quand j'ai commencé à voyager, j'ai rencontré dans un musée de New York qui s'appelle, je crois, le Whitney Museum. J'ai rencontré les grands maîtres et en particulier Jackson Pollock. Je ne le cache pas. J'ai été frappé par ce désordre qui m'a attiré, j'ai été fasciné par cette surface où celui-là qui regarde, à moins qu'il soit un idiot, qu'il soit indifférent, je n'aime pas le mot, à moins qu'il soit indifférent, interpellé par les entrelacs, les enchevêtrements des lignes, la densité, et ensuite j'ai appris que sa technique c'était le dripping, c'est-à-dire il utilisait même des marmites avec des trous, et j'ai appris son histoire. Il était d'abord un peintre figuratif dans le sens traditionnel, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de différence. On ne peut pas dire qu'il y a des peintures figuratives à part, des peintures abstraites. C'est une fragmentation et je dirais... On peut parler de surréalisme abstrait. Ah oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a une peinture proprement abstraite. Alors, les premiers moments, quand je suis revenu en Haïti, j'ai passé 3 mois à traverser Soho, Greenwich Village, j'ai été au Mexique, j'ai été au Brésil, j'ai été au Canada, donc dans plusieurs pays. Et quand je suis revenu en Haïti, à ce moment-là, il y a des choses qui sont sorties et qui rappelaient profondément Pollock, mais ce n'était pas du Pollock. C'était déjà une quête à travers la surface blanche qu'il me fallait remplir, caresser ou massacrer aussi parfois, parce que ce qui est angoissant, non seulement pour un écrivain, mais pour un peintre, on l'a toujours dit, c'est la blancheur de la surface, c'est la virginité de la surface. On est à la fois en face du vide, du néant, et en même temps d'une plénitude, de trop-plein et du vertige. Alors j'ai progressivement, après avoir tâtonné en essayant plusieurs matériaux, le gesso, l'acrylique, la peinture à l'huile, l'encre de Chine, et j'ai commencé à me retrouver vraiment, je crois, après 20 années de bégaiement. Mais là, je peux le dire, c'est pas un vieux bavard ou un gaga qui parle. J'ai la certitude depuis ces 12-15 dernières années, parce que 45 ans de peinture, 25 ans de tâtonnement, mais depuis une vingtaine d'années, je crois que je suis Franck Etienne avec mes grandeurs et mes faiblesses. Justement, c'est un art pictural qui dit différentes étapes de la vie de Franck Etienne. Il y a à un certain moment une violence incommensurable. Après, on sent une colère, un besoin de rompre. Mais qui est lié avec aussi un état qui ne convient pas. Qui est matérialisme, ça, tu le sais, c'est ta branche. Tu as des connaissances dans le domaine de l'art, de l'histoire de l'art, et le drame des artistes, d'autant plus que tu as sur plusieurs claviers. Tu as rencontré beaucoup de peintres, tu as rencontré des écrivains, beaucoup d'artistes, et tu es devenu critique d'art, docteur,
et en même temps tu vends des tableaux, c'est-à-dire tu as une connaissance à la fois théorique, esthétique, sémantique et pratique. À la limite, ce n'est pas dévaluant, commercial, c'est-à-dire la valeur, puisque l'œuvre d'art, et depuis longtemps, et surtout depuis le 18e, 19e siècle, l'œuvre d'art, bon, le 20e siècle, a consommé, a consacré la valeur marchande de l'œuvre d'art. Même si maintenant, nous vivons ce qu'on appelle la crise du marché de l'art, ce n'est plus la même chose, à partir des spéculations qui n'ont plus de sens. Tu le sais. Et l'œuvre d'art, elle est liée non seulement à l'individu qui le produit, au producteur, mais il est lié à un milieu. Elle est liée à une époque. Elle est liée à des événements de nature viscérale qui vous touchent dans votre intimité, mais des événements qui sont liés aussi à l'histoire du pays, car mon œuvre traduit cette colère, comme tu as dit, cette violence, cette rage, mais j'ai commencé à peindre sous les Duvalier. Cela veut dire que, et j'ai toujours été, on emploie le mot a disparu, camoquin. Le camoquin, c'est l'opposant. Et donc, le révolté. Le révolté. Donc, mais ce terme, il y avait une valeur dévaluatrice, une connotation dévaluatrice, parce que le mot a été créé par Duvalier. Camoquin. Camoquin, c'est-à-dire répugnant, amer, insupportable. Et donc, c'est pourquoi il y a une grande période, tout au début, où on retrouve des œuvres déjà très originales qui sont de ce que j'appelle le cycle du zombie. C'est le cycle de la zombification. J'ai beaucoup peint de 71, 72 jusqu'à 81, 82, ce cycle des zombies. C'est-à-dire ces êtres dénerflés qui sont déshumanisés et qui représentent un aspect des dégâts du despotisme, de la tyrannie, de la dictature. Mais après, je me suis retrouvé, après les voyages, j'ai peint des œuvres très légères, mais il y a toujours comme note dominante et cette violence, quand parfois elle est évidente, parfois elle est sourde, mais qui traduit ma nature aussi, même si je ne suis pas un violent sur le plan physique, mais je suis violent même avec moi-même. Je suis atroce même avec moi-même, et parfois injuste avec moi-même, injuste envers les autres aussi. Il y a un manque de tolérance que l'on sent des fois dans ces œuvres-là qui vont aboutir à une attente. Et après cette attente, là on arrive à la période actuelle qui est comme une période qui dit « enfin j'ai trouvé, enfin je suis bien ». Il y a une certaine sérénité. Et cette poésie qui a toujours été à l'état latent dans ces œuvres picturales, cette poésie toujours très forte dans l'écriture et qui dans l'œuvre picturale laissait la première place à l'esthétique, cette poésie-là maintenant, c'est elle qui est présente. On sent qu'il y a un en aller du pinceau qui tend à devenir très sobre et sur cette surface presque nue, il n'y a que la poésie. C'est vrai. Et il y a la poésie, comme tu as dit, elle a été latente, un peu occulte dans les premières œuvres. Mais pour cette période actuelle, la poésie, elle éclate. Mais c'est pas que j'ai rencontré la lumière, c'est plutôt que j'ai flairé un espace où l'on est dans une sorte de totalité et d'enchevêtrement de ce que Glissant, aussi bien que Deleuze, appelle le rhizome. Le rhizome, ce sont des racines souterraines, mais qui s'étalent en largeur et qui s'entremaillent, qui s'entrelianent
et qui forment ce que j'appellerais, qui donnent une idée de l'harmonieuse unité du monde. C'est vrai, il y a beaucoup de sérénité, mais c'est la sérénité aussi du vieux qui a vécu. Il y a quelque chose que tu m'as dit l'autre jour, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la littérature, quel que soit le domaine de l'art, on produit avec les tripes, on produit avec les viscères, on produit avec les douleurs. Nous sommes de la lignée de Rimbaud, où il y a cette alchimie. Ce n'est pas seulement l'alchimie du verbe, c'est l'alchimie de la douleur, c'est l'alchimie de la souffrance qui devient un phare. Sinon, ne serait-ce qu'une petite lampe dans la nuit. Mais là, étant donné que vous êtes toujours à l'écoute, vous passez vos heures à créer. Si ce n'est dans l'écriture, c'est dans la musique. Si ce n'est dans la musique, c'est l'art plastique. Finalement, cette mouvance, quelle est son influence sur votre vie familiale? Ah, terrible. Terrible. Et de plus en plus terrible. Ça a commencé dans l'épouvante. Ça a commencé dans une véritable crispation, la crispation de l'être de moi-même, et qui a rejailli sur mon entourage immédiat, sur même mes amis, c'est pas seulement ma famille. J'ai eu une amitié, j'ai pratiqué sans intentionnalité, hein. C'est pas l'homme de mauvaise foi, méchant, qui dit je vais faire souffrir. C'est quelque chose qui m'a échappé. J'ai eu une amitié. Toutes mes amitiés ont été douloureuses, aussi bien que toutes mes amours. Je m'installe dans la douleur. Et là, j'ai dit que je suis très proche des jansénistes. Tout jeune, à l'âge de 15-16 ans, au moment où j'étudiais Racine, où j'ai lié connaissance avec les jansénistes, et au petit séminaire Saint-Martial avec les pères jésuites, j'ai reconnu l'utilité, la force, la fécondité de la douleur. Et je l'ai tellement intériorisé que je n'obtiens rien sans souffrir. Il faut que je souffre. Il faut que je traverse le purgatoire pour essayer d'entrevoir, de flairer le paradis. Et cela a rejailli sur mon entourage, une solitude féroce. Je n'ai jamais éprouvé la joie, je le dis avec un peu de souffrance, de désolation. Je n'ai jamais éprouvé et donné la joie à mes enfants de les tenir sur mes genoux. Quant à mon épouse qui m'a supporté pendant 43 ans, je ne sais la dimension de la médaille de résistance qu'elle mérite. J'en profite pour dire merci à Marie-André. D'autant plus qu'elle est votre première lectrice. Elle est ma première lectrice, c'est elle qui a travaillé depuis Ultravocal, car au moment de Mur à crever, j'en profite pour le dire, qui va apparaître, ça va être la 4e édition de Mur à crever. C'est mon premier roman. Et ce n'est pas un roman sur lequel je crache. Et Franck Etienne de l'époque? Ah oui, mais c'est un roman qui porte tous les prolégomènes de la spirale, tout ce que j'allais faire après. Mur à crever annonce, et déjà, que ce soit sur le plan idéologique, que ce soit sur le plan esthétique, c'est un livre complet, donc ça va être édité. Seul ce livre n'a pas été traité par Marie-André. Et je profite pour dire que quand les jeunes me posent souvent la question, parce que je suis devenu malgré moi une relative référence, on n'est jamais une référence absolue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut contester la dictature? Il faut être politicien ou politique ou mettre de l'idéologie dans les œuvres. Je crois que souvent Castra fait face à ces sortes de questions aussi bien que Trouillot.
il faut que nous avons pris beaucoup de précautions pour ne pas être agacés par cette question. Il n'est pas... Là, dans la salle, je fais une confidence aux téléspectateurs. Il y a une très belle dame qui est une jeune artiste, une artiste en herbe. Je souhaite qu'il écoute ces paroles. Dans la production artistique, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans la littérature, dans l'architecture, dans la danse, il n'est pas question de fragmenter, de couper, de dire que là, je vais produire une œuvre politique, là il y a de l'idéologie, là il y a de l'esthétique. Non. Je crois que ceci est une conséquence néfaste de ce que l'Occident nous a donné, à savoir la fragmentation des êtres et des choses. L'univers n'est pas fragmenté, la vie n'est pas fragmentée. Quand on écrit, il doit y avoir une symbiose de l'esthétique, de l'éthique, de l'idéologie, de la politique, et de soi-même et des autres. C'est ça. Les émotions se chevauchent. Les émotions se chevauchent, mais dans une sorte de voyage du jeu au non, une sorte d'altérité féconde. Alors là, il y a toujours un dialogue avec le lecteur ou le regardeur. Bon, finalement, vous n'êtes jamais seul, vous, le créateur. Bon, jamais seul, mais moi, j'ai toujours souhaité rencontrer le regard, pas la complaisance. Je suis contre la complaisance, la pitié. Ce sentiment me répugne. Le regard sympathique. Pas la sympathie, le regard actif. Le regard intéressé. Intéressé. Mais je doute parce que ça a pris du temps pour que... Quant à toi, c'est autre chose. Mais ça a pris du temps aux jeunes. Et même à des adultes. Cela a pris du temps pour comprendre que je n'étais pas totalement un fou. Parce qu'on disait qu'il disait n'importe quoi, il fait des gribouillis, des gribouillages, des magigridis. Alors, mais ça m'a inspiré. Parce que j'ai trouvé le mot créole, magigridi, résonne tellement au fond de moi, dans mon enfance, parce que j'ai vécu au Bel-Air, et je suis de la province aussi, j'ai vécu dans l'Artibonite. Mon plus récent livre, qui devrait paraître en même temps que Mur à crever, c'est Magicriture prophétique. Mais ce n'est qu'une transposition du mot magigridi. C'est une francisation ou bien une résonance franco-créole. Donc magicriture, c'est l'écriture, c'est la magie, c'est magigridi. Et là vraiment c'est l'île mystérieuse, c'est Quisqueya. Alors là, Magigridi remonte au passé et il y a un autre volet de la personnalité de Franck Etienne. Franck Etienne est un visionnaire. Quand on lit Franck Etienne, on se dit, mais ça pourrait être des Magigridi. Et en fait, ce qu'il dit prévoit. Et ce qu'il a dit arrive. Si bien que ce livre-là, L'Amérique saigne, est sorti. Dont la vente signature a eu lieu au Festival Arts Gallery à la rue Panaméricaine. Ça remonte, ça fait 18 ans comme les jours passent. Et ce livre-là sort ces jours-ci aux États-Unis. Traduit d'abord en anglais. Parce que c'est un livre qui parle de l'actualité macabre que nous vivons actuellement. De la violence, de la terreur causée par les armes à feu. Des enfants de 18 ans, de 22 ans qui rentrent dans une salle de classe, qui tuent leurs camarades et puis ensuite qui se suicident, ou bien encore un vieux mari déçu qui se croit cocu, cocufié et qui pour se venger tue les enfants, c'est horrible, ou bien encore des gens qui ont perdu leur emploi. C'est la désespérance actuellement, c'est le désespoir dans le monde actuel, pas en Haïti. Nous en Haïti on parle de résilience. Moi je dis c'est trop facile de dire résilience, c'est proche de résignation. C'est pas la résignation, c'est une culture de la vie, c'est une vision du monde que l'haïtien a développée à travers le vaudou, à travers les lacous et à travers les souffrances que ce peuple a endurées depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Je n'aime pas le mot résilience si
elle a une connotation de résignation. Nous ne sommes pas des résignés. Il y a tout simplement une vision du monde, et cette vision du monde, elle rejoint le zen, elle rejoint le taoïsme, elle rejoint les grands courants mystiques de l'Asie. Nous sommes profondément mystiques et laïciens quand ils acceptent qu'il n'y ait plus de soleil ou qu'il n'y ait plus de pluie, qu'il n'y ait pas le plat du jour. C'est pas la résignation. C'est une attitude philosophique. Je sais que certains militants, entre guillemets, enragés, qui sont de premier ordre, je n'ai aucun reproche, mais je sais qu'il y a toujours de l'impatience chez les militants, chez les guérilleros, à travers toute l'Amérique latine et à travers aussi même l'Europe. Il y a une impatience chez ceux-là qui se révoltent. Mais il n'y a pas d'impatience chez celui-là qui dit, bon, dans cette vie, tout passe, tout change. C'est déjà une attitude philosophique et hautement philosophique. Et ensuite, qui devient un guerrier de l'imaginaire. Le guerrier de l'imaginaire n'est pas forcément un intellectuel. L'intellectuel guerrier de l'imaginaire, c'est nous, les artistes peintres, les André Pierre, les Jean-René Jérôme, les Séjourné, tous les autres, ils sont légion. Les écrivains, les Trouillot, Kate Limas, ou Margaret Papillon, et tant d'autres. Ça, on le comprend parce que l'écriture, la peinture, vous projette dans un espace de l'imaginaire éclaté. Vous êtes forcément un guerrier de l'imaginaire. Mais quand on prend l'individu commun, une population, je prends la nôtre, qui forcément ne lit pas, ne sait pas lire, qui forcément n'écrit pas, ne sait pas écrire non plus, et qui pourtant a une attitude faite, je dirais, d'opulence de l'esprit et du regard. Ça tient lieu de cet imaginaire que l'on retrouve dans l'enfance même de l'haïtien, que l'on retrouve dans les racines haïtiennes. Et ça explique aussi la richesse. Là, je donne une réponse, une tentative d'explication de cette opulence de l'art haïtien. Nous, les Haïtiens, nous avons donné des générations de grands peintres, de grands écrivains, de grands musiciens. Nous continuons à le faire. Ça étonne le monde. Mais c'est lié à notre histoire. C'est lié à cette bête immonde qui nous a traînés, projetés, et happés de l'Afrique vers l'Amérique. Et quand nous sommes venus à Saint-Domingue, je ne prends pas le cas de la Martinique, de la Guadeloupe, qui sont des cas particuliers ou bien des autres îles de l'archipel Caraïbe. Je prends notre terre à nous, Haïti. L'Africain capturé, considéré comme esclave, marchandise, la bête qu'on va vendre, avait l'habitude de respirer le grand air de la savane. On l'enferme où? Dans une cale, dans un bâtiment qui va vers l'Amérique, vers l'enfer. Arrivé à Saint-Domingue, j'ai dit que je prends le cas de Saint-Domingue parce que c'est le cas qui nous intéresse, et nous personnellement. Il débarque dans des vallées trop étroites. C'est une terre de montagne. Donc c'est une autre forme de prison, en dehors de l'enfer colonial. Donc, il vit avec l'espoir d'une fenêtre, ne serait-ce que d'une petite éclaircie. Ça a duré 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. On a eu la grande épopée qui a commencé avec 91, c'est-à-dire la révolte des esclaves, qui va culminer sur l'indépendance. L'espoir de retrouver des fenêtres, où sont-elles? Il n'y a plus de fenêtres. 1804 a été
cette éclatante gestuelle, cet éclatant geste qui a libéré non seulement nous, nos aïeux esclaves, mais toute l'humanité. Il y avait des chaînes dans la pensée, croyant que c'était un phénomène naturel, que des êtres soient enchaînés. Donc liberté, égalité, fraternité. C'est nous qui avons porté, je dirais, cette trinité, cette trilogie, beaucoup plus loin que la Révolution française. Même si après, il y aura des dérives. Nous n'allons pas rendre les gens tristes. Nous laissons de côté les dérives, les ratages. Je parle des réactions de mon peuple. Qu'est-ce qui se dit? Mais où sont les fenêtres? Nous avons protesté contre l'inacceptable. Nous avons protesté contre l'esclavage, contre la servitude, contre l'inhumanité, contre l'indignité, contre l'insupportable, contre l'épouvantable, contre la terreur, contre les ténèbres. Mais où est la lumière? Et c'est ça. Il y a eu une transmutation d'ordre alchimique qui s'est produite chez cette première génération d'Haïtiens de la République d'Haïti. La première génération, c'est les esclaves. Mais après 1804, assassinat de Dessalines, et puis la stupide division Christophe, Pétion, et Rigaud, l'émiettement de notre territoire, la fragmentation, là, le grand crime. C'est un crime, la fragmentation est un crime. Eh bien, la population haïtienne, le peuple haïtien, je dis ce grand peuple, le peuple haïtien, a opéré, et là, à travers les créneaux du vaudou, a opéré une transmutation, un voyage à travers l'imaginaire, enfermés dans un lieu, malgré l'indépendance, parce qu'ils étaient déjà des marginaux, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'université, plus rien. Alexandre Pétion a fondé le lycée Pétion, mais tout de suite après fermé, l'oreille de Boyer, et la marginalisation des paysans. Car nous n'allons pas oublier, la matrice fondamentale, c'est la matrice paysanne. Car c'est elle qui est détentrice de ce patrimoine extrêmement riche. Alors, elles ont constaté, ces populations du début du 19e siècle, tout de suite après 1804, qu'elles étaient encore enfermées dans un labyrinthe, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas de fenêtre. Et ça a été la miraculeuse plongée dans l'imaginaire infini, l'imaginaire des mythes, l'imaginaire des grands mystères du monde, l'imaginaire de la vie et de la mort. Et je crois que ce peuple est devenu un peuple guerrier de l'imaginaire. Parce qu'il était un peuple hautement cultivé. C'est ça, c'est bien ça. Et culture non académique, non classique, non légiférée, voilà, les normes. Oui. C'est ça. Pour comprendre Haïti, c'est à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui est arrivé, Maralis? Ce voyage dans l'imaginaire, quand on entre dans cet imaginaire, qui est à la fois là, dans une boîte crânienne, mais en même temps en dehors de la boîte. Et c'est ça le paradoxe qui dérange, qui agace pas mal de rationalistes occidentaux que j'ai rencontrés. Le monde est là, il est ailleurs, il est ici, il est languinet. C'est quoi languinet? C'est un terme mythique. Et la création a été tout de suite alimentée par cette matrice. Nous n'avons pas eu de manière matérielle les retombées que 1804 aurait dû apporter par manque de vision, par bêtise, accumulées sur 2 siècles. C'est un autre chapitre. Peut-être dans 6 mois ou 4 mois, on y reviendra. Si tu m'invites, là on sera dans l'espace idéologique et politique et peut-être même anecdotique du malheur haïtien. La créativité haïtienne est féconde, tout simplement
parce que le destin du peuple n'a jamais été pris en charge et que le peuple lui-même a assumé son destin, sa vision du monde, sa façon de vivre à travers la création. C'est ça cette richesse. C'est une richesse qui est due au fait que lorsqu'on est enfermé quelque part, eh bien, il y a une porte qu'on ne peut pas fermer. C'est la porte précisément de l'imaginaire, de cet imaginaire éclaté. Nous avons des milliards et des milliards de portes, donc le labyrinthe pour nous n'existe plus. Et justement, ces portes-là vont permettre à Franck Etienne d'aller vers l'universel. Ces portes permettent à Franck Etienne de franchir les frontières. Et Franck Etienne, maintenant, est un artiste reconnu internationalement. Et vous avez reçu des décorations, des honneurs partout. On parle de Franck Etienne en Europe, on parle de Franck Etienne aux États-Unis, on parle de Franck Etienne en Amérique du Sud, on parle de Franck Etienne dans les Antilles. Qui n'a pas entendu ce nom? Et souvent, on dit, comment lire Franck Etienne? Moi, je réponds, puisque disciple de Franck Etienne, car Franck Etienne a eu des disciples, je dis que Franck Etienne se lit comme on lirait une Bible. On ouvre une page et on lit. Et on se laisse emporter par la beauté de la chose. Et là, j'ai avec moi, n'en déplaise à Franck Etienne, pour moi, le plus beau livre de Franck Etienne, Fleur d'insomnie. Fleur d'insomnie qui est un hymne à l'amour. Fleur d'insomnie qui est de la prose poétique. Mes joies s'écaillent dans le poison des réverbères. Un immense nuage entrebâillé de silence crache sur le macabre des immondices mon volcan, ma chaise électrique. Comment la chaise électrique pourrait-elle être poétique? Et pourtant elle l'est. Là, on rejoint un peu toi aussi, puisque tu es poétesse. Et nous avons eu la grande chance de nous rencontrer, ça fait déjà des années. Et on a travaillé comme frères et sœurs, donc ça, ce que je vais te dire là n'est pas étranger à toi, il n'est pas inconnu de toi. Et Lautréamont, dans les chants de Mal d'Aurore, a dit une phrase, un petit paragraphe très court, pour montrer que la chaise électrique ou le ventilateur peuvent bien se trouver sur une table de dissection à côté d'une machine à coudre. Qu'il n'y a pas, là encore, qu'il n'y a pas de séparation. Et là, j'insiste là-dessus. Je te dis merci de me donner l'occasion de le répéter tout au début de l'émission. C'est pas une répétition inutile, c'est pas une répétition gratuite. C'est une répétition qui porte tout le poids des malheurs qui ont frappé l'humanité. La fragmentation. Le blanc, le noir, c'est différent. Le jour, la nuit, c'est différent. En haut, en bas. Alors que non seulement les grands mystiques, mais les physiciens quantiques, et si bien que les physiciens de la relativité comme Einstein, vont nous montrer qu'il n'y a pas de haut, qu'il n'y a pas de bas, qu'il n'y a pas d'ici, qu'il n'y a pas d'ailleurs, qu'il n'y a pas de petit, qu'il n'y a pas de grand, et que nous formons une totalité à travers un tissu où il n'y a plus de vide. Le vide n'existe pas. Le vide, c'est ce que notre œil, comme instrument de vision, n'arrive pas à percevoir. Tout est relié. Et je rappelle encore ceci, ce qui choque, comme tu as dit, à travers l'écriture des surréalistes et à travers mon écriture, et dans mes spirales, les gens se demandent pourquoi parler de la grossesse du miroir. Dans la poésie traditionnelle, ce n'est pas facile de trouver, de dire, de lier grossesse à miroir. Et le miroir connaît la grossesse. Quand il y a une inflation d'images, ou bien encore une inflation de vide avec des êtres que nous ne saisissons pas, car ce que nous ne voyons pas est beaucoup plus important que ce
que ce que nous voyons physiquement. Donc, c'est le métissage. Moi, je dis que c'est l'illustration de la spirale qui est proche du tout monde de Glissant. Mais Glissant a été un théoricien. La différence, enfin, paix à son âme, ça a été un très bon ami. Et très très bon ami à la fin de sa vie. Il est mort il y a 2 ans. Il est venu avec la politique du divers, qui implique le métissage, et le chaos monde, qui implique la théorie du chaos, avec tout ce qu'il y a apparemment d'anarchique, d'imbriqué, d'enchevêtré. Moi, c'est la spirale. Et la spirale m'a permis de me démarquer de Glissant, de ne pas être uniquement le théoricien, parce que lui, il a été l'immense théoricien du XXe siècle. Moi, j'ai produit les romans, les spirales, je répète sa parole, que lui aurait dû signer. Il m'a dit un jour, et ça a été l'un des plus beaux hommages que j'ai reçus. Il avait une petite voix fluette. Tu sais, Franck, tu as écrit les livres que moi j'aurais dû écrire, parce que tout était là dans mes essais. C'était une façon aussi de dire qu'il était mon père, hein, et que je découlais de... Justement, on reste... Donc là, on retrouve l'universel, comme tu as dit, c'est l'universel. Il n'y a pas de coupure, les séparations sont factices. Les séparations sont factices. Il y a un exemple qu'on a donné tout récemment, je vais m'arrêter là pour te permettre de me catalyser. Et un savant qui rapporte que lors de l'effondrement des 2 tours à New York, le 11 septembre, c'est un mardi ou un lundi, 11 septembre 2001, au moment où le second avion percute la seconde tour, là, tout le monde a eu l'évidence d'un acte de terrorisme. Si le premier aurait pu être interprété comme un accident, comme ça, fortuit, mais là, c'est la guerre. La fumée, des gens qui meurent, des gens qui sautent de, je ne sais pas, à 115e étage pour se jeter dans le vide et se faire s'écraser sur le sol de Manhattan. Il y a 2 appareils géo-électromagnétiques installés 10 ans auparavant par les Américains. Un appareil au pôle Nord, un appareil au pôle Sud, pour mesurer les variations du champ magnétique terrestre. Ces deux appareils se sont mis à osciller, à trembler, à varier, à dérailler et ont accusé une variation du champ électromagnétique de 2 Hertz, qui était considérable. C'est-à-dire les cris des peuples, les cris des gens, la douleur et le cœur des gens émus à l'échelle de la planète a été reçu par notre mère, la Terre, qui est un corps vivant. Nous sommes tous interconnectés avec tout l'univers infini. Et quant au malheur, tu as fait allusion tout à l'heure, dans la plupart de mes livres, je crois que, et ça a dérangé à un moment donné certains lecteurs, mais on commence à le comprendre quand on le compare au grand calvaire interminable de notre terre. J'ai insisté sur ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est quelqu'un qui a dit que Franck Etienne, vous nous avez appris l'utilité du malheur. Vous avez exploité le malheur. Ou le malheur m'a exploité peut-être. Interaction. Mais là, Franck Etienne, nous avons fait à signaler, c'est que depuis quelques années, vous êtes sur la liste des Nobel. Vous êtes appelé à devenir un Nobel de littérature. Comment est arrivé ce phénomène? Qu'est-ce qui vous a emmené jusque-là? Quel est le cheminement?
Bon, là, je suis bien content, je vais essayer d'être bref. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite explication que je profite de l'accueil qui m'est fait ici à travers le bleu du canal 38. Je fais cette remarque. Depuis 6 ou 7 ans, on me considère comme l'obsédé du Nobel. Non, ce n'est pas une obsession du Nobel, puisque vous êtes appelé, vous ne le demandez pas, Oui. vous ne le sollicitez pas. Oui, mais écoutez, mais il y a des gens qui ou bien interprètent mal ou bien sont un petit peu méchants pour dire que Franck Etienne, comme si j'avais cassé ma plume, je continue à produire avec le plus de fougue, le plus Oui, de mais rage ce n'est possible. pas une sollicitation de votre part, ce sont les autres C'est bien sûr, qui c'est ce que je veux proposent expliquer. votre Eh candidature. bien, c'est ça. Ça remonte déjà C'est un hommage, à c'est un 9 ans. compliment. 2005, je reçois un coup de fil d'un professeur émérite de l'université Hitotsu-Bashu de Tokyo, au Japon. Il m'a téléphoné, il m'a dit, Franck, à l'époque, on n'avait pas de problème avec la téléco. J'avais mon téléco et puis je reçois le coup de fil, le téléphone. Différence 14 heures. Il était autour de 6 heures, 7 heures du matin, du soir, ici, et il était 7 heures, 9 heures du matin à Tokyo. Il m'a dit, là, il y a le soleil, mais toi, je sais qu'il est crépuscule. Tu vas dormir ou tu vas écrire? Il dit, je vais écrire. Il a dit, mais une proposition, hein, ça t'intéresse, Franck Etienne. Je suis le porte-parole de 7 universités japonaises parce que j'ai eu à séjourner au Japon pendant 2 mois où j'ai eu à prononcer des conférences dans une quinzaine d'universités japonaises. Et les gens, c'est drôle, des ouvrages qui sont boudés ici, qui agacent mes lecteurs, et que parfois, quand on me demande d'expliquer ça, je dis, mais je ne peux pas expliquer. Qu'est-ce que je peux expliquer dans l'oiseau schizophone? Qu'est-ce que j'ai expliqué dans les métamorphoses de l'oiseau schizophone? Au moins dans La Meisseigne, c'est un livre transparent, mais ces livres comportent une part d'opacité profonde, épaisse. Je dis, je ne peux pas expliquer. Et voilà que les Japonais, eux, sont fanatisés par mon écriture. Ce sont des fanatiques de Franck Etienne. Et les universités ont eux-mêmes rédigé la lettre de présentation de la candidature de laïcien. Je dis laïcien parce que s'il arrive que j'obtienne ce prix, ce ne sera pas mon prix. Ce sera le prix de Haïti. Je dois tout à Haïti. C'est Haïti qui a donné, je le dis à la fois avec humour, dérision et un peu de sérieux, qui a donné ce fou. Je dois tout à Haïti depuis mes premières œuvres jusqu'à la plus récente. Ma peinture, je la dois à Haïti. Eh bien, c'est un prix, ce sera un prix haïtien. Alors, ils m'ont demandé, alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi. Il dit, écoutez, Monsieur Franck Etienne, vous n'aurez qu'à envoyer 5 exemplaires de vos livres. Écoutez bien pour ceux-là qui prochainement... 5 exemplaires de vos productions. Bon, bien sûr, il ne s'agira pas de 3 livres. Il s'agira bien il faut que vous ayez déjà une production consistante, au-delà de 10 livres, au-delà de 8 ouvrages, de 7 ouvrages. Je ne demande pas à tout le monde d'écrire les 50 magicritures ou magicritures que j'ai fait sur 50 années, mais à partir du moment où on a une production conséquente, on les envoie 5 exemplaires avec l'adresse, mais proposés, soutenus par des institutions universitaires. Sérieuses. Donc après le Japon, tout de suite, il y a eu Liverpool University, où mon œuvre est enseignée par une doctoresse en lettres et en littérature comparée, qui s'appelle Rachel Douglas, qui actuellement enseigne Franck Etienne à l'université Liverpool. La candidature a été soutenue 2 ans après par Bordeaux 3, ensuite par Columbia University, par New York University, par Syracuse University, par l'UNESCO, par l'Organisation internationale de la francophonie et par tant d'autres. Et pour Haïti, je dois le dire, avant le tremblement de terre, l'école normale supérieure, par l'entremise, par le biais et des doyens, en particulier Bérard Senatus,
Eux, ils ont envoyé des dossiers, des papiers soutenant ma candidature. Alors, je ne suis pas un obsédé du Nobel. Je suis tout simplement quelqu'un qui est passionné de tout. Remplacer le Nobel par une belle femme, je reste passionné. Et si j'étais amateur de belles voitures, j'aurais été passionné de belles voitures. Mais voilà le fait, comme il y a des gens qui sont passionnés, je ne sais pas, par un fauteuil de sénateur, un fauteuil de député, un fauteuil de président, ou bien par un compte en banque bien fourni, moi, eh bien, ce qui m'interpelle à la fin de ma vie, c'est ce couronnement de mon travail et aussi une reconnaissance de la créativité du peuple haïtien, car prix Nobel à Franck Etienne, c'est un prix Nobel à Jacques Roumain, c'est un prix Nobel à Jacques Alexis, c'est un prix Nobel à Lionel Trouillot, c'est un prix Nobel à tous les autres qui ont produit à Fignolet, à René Philoctète, aux morts et aux vivants. Et ensuite, ce serait aussi l'occasion qu'il y ait de belles pages sur notre pays, dans trop de médias qui sont surtout intéressés par le sensationnel repuant. Amis téléspectateurs, nous avons reçu une âme d'élite. Nous avons reçu un poète et nous le remercions infiniment pour ce moment de générosité et d'amour partagé. Respect. Respect, Franck. Respect, ma fille.